Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la saison qu'on va consacrer au Big Data. La saison prochaine, on verra comment ça va fonctionner, sur quel thème, de quelle manière, sous quelle forme on fera, je ne sais pas encore. On continuera évidemment. Comment est-ce que ça s'articulera à l'université volante telle qu'elle s'appelle aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on verra aussi pendant cet été où je vais prendre un immense repos qui va être extrêmement agréable. Bon, alors, le Big Data d'abord, pourquoi? Euh, il se trouve que j'ai été amené récemment à organiser un séminaire sur la question. Et que par ailleurs, à l'occasion de ce séminaire, j'ai eu comment dire, la tâche, le travail, l'opportunité euh, de reprendre dans mon expérience professionnelle tous les moments dans lesquels j'ai rencontré cette notion-là. Elle y est omniprésente tant quand on travaille sur l'évaluation des technologies de santé ou des politiques de santé. On est très souvent amené à rencontrer cette thématique-là et notamment ce marché-là. Bien, alors 1, 2, 3, on commence la vidéo. Euh, la première chose qui saute aux yeux quand on s'intéresse au big data, c'est que c'est une définition flottante, c'est un signifiant flottant. Ce terme-là désigne aussi bien un marché, ou plutôt un ensemble de marchés, qu'un ensemble de technologies, qu'un ensemble de pratiques. Quand je dis ça désigne un marché ou un ensemble de marchés, c'est parce que ça désigne effectivement des pratiques qui sont déjà commercialisées, mais aussi parce que dans de nombreux projets européens ou français, le big data est présenté comme la façon dont on va valoriser l'implantation d'une technologie. Par exemple, j'invente une technologie de santé, elle n'est pas rentable, mais je prétends, j'affirme que pour réclamer une subvention qui va financer le développement de ma technologie, j'affirme que c'est la collecte de données et la revente de données peu structurées sur le marché de la data qui va créer euh, la rentabilité de mon business, de mon affaire, de mon innovation. Euh, un petit peu comme les mots d'intelligence artificielle, les mots big data sont maintenant vraiment devenus des lieux communs du champ dans lequel je travaille. Bien. Alors, un ensemble de technologies, un ensemble de marchés, on va néanmoins essayer de préciser la définition. Aujourd'hui, il semblerait que la définition la plus nette du big data, ce soit de la donnée massive, collectée à peu de frais et peu structurée. Retenez bien ça. De la donnée massive, structurée, peu structurée, pardonnez-moi, et collectée à peu de frais. En quelque sorte, comme si ces données étaient moins une information qu'on est allé chercher selon des critères bien précis et des attentes bien précises, mais au contraire simplement une trace, un déchet, un résultat secondaire d'une action humaine ou non humaine. Bien. Alors, on ira les rencontrer de plus près tout à l'heure, ces big data, mais pour l'instant, revenons à cette définition. Quand je dis données massives, pourquoi est-ce que je ne peux pas être plus précis? Eh bien simplement parce que, en bonne universitaire, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir un bouquin. Vous ne trouverez pas dans les bouquins, vous ne trouverez pas sur Internet de niveau, de mesure à partir duquel on pourrait dire ceci est du big data. En dessous, on est juste dans le traitement de la donnée, dans le traitement de la data. Au-delà d'un certain niveau de téraoctets, on va basculer dans le big data. Non. Au départ, on a simplement cette idée que on passe au big data lorsque les capacités cognitives humaines sont transcendées et que la masse de la donnée est telle que son traitement devient non intuitif. Cette définition ne me convient pas parce que ne venant pas du monde de la donnée ou de l'informatique ou des data scientists comme on dit aujourd'hui, je trouve que cette définition résiste à la plus petite expérience de pensée humaine. Alors,
Imaginons par exemple que vous soyez devant, quand je dois expliquer ce que c'est que le big data à des personnes âgées, je prends cet exemple-là. Imaginez que vous soyez devant le ciel étoilé, les yeux grands ouverts hors d'une grande ville, c'est-à-dire voyant des millions d'étoiles. Vous recevez des millions d'informations. Vous ne prenez conscience que d'une toute petite partie du donné, c'est-à-dire de la somme des informations disponibles à vous si vous étiez capable de les traiter. Vous êtes donc face à une totalité d'informations que vous êtes capable, pardonnez-moi, une totalité de données que vous êtes capable de capter, mais que vous êtes incapable de stocker et que vous êtes incapable de traiter. Ça ne veut pas dire que vous connaissez mal le ciel, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'orienter votre bateau en fonction des mouvements des étoiles. Ça veut dire simplement que vous êtes face à une masse de données que vous n'êtes pas capable de stocker et pas capable de traiter, non seulement, mais aussi parce qu'elles n'ont pas d'utilité à première vue pour vous. Bien. Le big data, c'est cette procédure qui, face à une telle masse de données, permet de les stocker, de les capter, de les stocker et de les traiter pour un usage postérieur. Alors, quand je dis peu structuré, usage de données massives peu structurées. Pourquoi? Eh bien parce que si on considère qu'il n'y a pas de limite de dimension pour caractériser de la data comme de la big data, c'est juste gros. C'est pas plus grand que 500 000 teraoctets. C'est juste massif. Je me rends compte que, en réalité, toute production importante de données doit être qualifiée de big data. Or, cela me semble un usage abusif du terme. En fait, regardez bien. Quand on a, par exemple, de la big data produite dans un cadre très précis pour des mesures très précises. Par exemple, vous êtes au CERN, il y a un accélérateur de particules qui provoque des chocs de particules et on enregistre tous les résultats de ce qui peut se passer entre ces particules et on a, je ne sais pas moi, 600 téraoctets mesurés par microseconde. Il y a certes beaucoup de données produites, mais c'est de la donnée extrêmement structurée, en ce sens que chaque donnée devient une information, on sait où la mettre, vis-à-vis de quoi la mettre en regard, et par conséquent son coût d'acquisition à cause de son niveau de précision et de spécificité est extrêmement élevé. Est-ce qu'on peut parler de big data lorsqu'on a une information extrêmement précise acquise à un coût extrêmement élevé? Je passe dans un autre champ pour vous faire comprendre la chose. La plupart du temps, sur un terrain avec des patients, il faut, dans un système d'information, bon, je vais dire les choses autrement, hein, un infirmier rentre dans le domicile d'une personne, il vient s'occuper d'elle, il a besoin par son système d'information sur son smartphone, quand il regarde la fiche de la personne, d'avoir la bonne information donnée à la bonne personne, au bon moment, de la bonne manière. Donc c'est tout le contraire du big data. L'unique bonne information donnée à une personne de la bonne manière, encore un effort pour enrichir l'information et la présenter de la bonne manière qui va coûter quelque chose, et au bon moment. Bien. Alors, imaginons deux informations qui arrivent comme ça dans le domicile à travers l'infirmier. Votre patient correspond à tel profil. Étant donné les données qui nous sont parvenues, par rapport à une cohorte de 6 millions de personnes, il va réagir comme ça. Par exemple, cette personne, je ne sais pas moi, diabétique, si vous bougez la dose d'insuline, étant donné son type, tout va bien se passer. Là, on a fait jouer le big data. C'est-à-dire, le big data a travaillé sur une base immense et indéterminée, on a tiré des récurrences par rapport à un profil. Ce profil correspond à la personne. On a ici une information par l'infirmier d'une demande, et la demande vient ponctionner dans le big data la réponse par rapport à un profil. Et cette réponse extrêmement générique a des chances d'être vraie, des chances extrêmement élevées d'être vraies. On pourrait opposer ça
à des recherches qu'on va mener sur cette personne jusqu'à aboutir au même résultat. Combien d'examens, combien de diagnostics, combien de recherches il faudrait mener pour avoir exactement le même résultat avec cette personne. Bon, alors, ça serait sans fin parce que, en réalité, dès lors que on s'intéresse à la donnée, non pas à l'information, mais à la donnée, l'information, c'est quelque chose qui est déjà informé, qui a son but, qui a sa structure et qui correspond à un protocole d'échange entre un émetteur et un récepteur. La donnée, c'est simplement ce qui est donné à l'expérience, ce qui est là, avant traitement. Bien. Alors, chaque individu, une fois qu'on a envisagé l'infinité de la donnée, est une source lui-même infinie de données. Parce qu'on pourrait regarder le fonctionnement de chaque atome par rapport aux autres, à l'intérieur des atomes, les cordes ou les supercordes et leurs vibrations les unes par rapport aux autres. Bref, on a une source indéfinie de données. C'est absolument abyssal, il n'y a pas de fin à la donnée. Ce qui est donné à l'expérience, si, mais ce qui est donné à l'expérience et la mesure scientifique, c'est une limite qui est beaucoup plus éloignée. Bien, d'autant qu'on peut sans arrêt, par les croisements, la rendre en quelque sorte infinie. Je vous donne l'exemple simple de ma première rencontre avec le Big Data. C'était un jour où j'étais avec un médecin omnipraticien à Saint-Amand-en-Puisaye. Et cet homme-là, pour la qualité du traitement d'un de ses patients, conservait depuis 20 ans la trace de toutes les pilules, tous les médicaments pris par ce patient, et donc plusieurs pilules par jour, et qu'il cherchait à corréler avec l'évolution de la santé de son patient. Et donc vous voyez sur un écran, je ne sais pas, plusieurs millions de médicaments, puis on réduit l'image pour les voir tous en même temps, les pilules, et on finit par avoir littéralement une galaxie à travers laquelle on repère des schémas importants. Typiquement, c'est le schéma du Big Data appliqué à une personne. Vous voyez, cette espèce de galaxie de petites choses collectées à très bas coût, et qui peuvent peut-être, par un traitement particulier, donner une information spécifique, par exemple sur les variations concomitantes de molécules ingérées et de l'état de santé du patient. Bien. Alors ça, c'est ma première rencontre. La deuxième rencontre, c'était assez drôle, c'était des ingénieurs de plusieurs universités européennes, dans un programme européen très dispendieux, et qui cherchaient à apprendre à un robot à reconnaître les émotions des individus. Et donc pour ce faire, il répétait des expérimentations, sans d'ailleurs du tout regarder les personnes expérimentées, les cobayes, sans regarder leurs réactions, sans regarder ce qu'elles voulaient, savoir notamment piloter le robot à leur manière et jouer avec les émotions des autres. Et ils ont développé comme ça une immense base de données qu'ils ont eux-mêmes reversée à une banque de données en open source sur la reconnaissance des émotions, reconnaissance faciale des émotions, par des algorithmes embarqués dans une plateforme mobile dite robotique, en ce qu'elle était théoriquement capable d'avoir des mouvements autonomes et des mouvements adaptés aux émotions des uns et des autres. Bien. Alors là, vous voyez, c'est formidable. On a d'un côté une procédure pour pomper de la donnée, pomper de la donnée, pomper de la donnée, pomper de la donnée, devenir de plus en plus intelligent. Et sur le coup, on est complètement stupide. C'est-à-dire, on rate ce que les sujets formulent, à savoir, ben nous, ça ne nous intéresse pas du tout que le robot joue sans nous aux émotions. On serait très intéressés, nous aussi, à y jouer, non seulement en pilotant nous-mêmes le robot, donc en récupérant les capacités robotiques et en faisant simplement un objet télécommandé, mais par ailleurs, en mettant ces capacités d'interprétation des émotions à notre service. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on peut le rencontrer sur le terrain, on peut le voir, hein, on s'en est donné un premier élément de définition. La question qui se... Bon. La question qui se pose relativement rapidement,
C'est pas du tout faut-il en avoir peur. Moi, ça m'intéresse pas en tant que socio-anthropologue, même si les peurs du big data peuvent être pour moi un objet. Que, chez les patients que je vois, c'est pas tellement présent. La question, c'est plutôt comment vous les mettez à notre service. Comment vous mettez cela à notre service. C'est plutôt à quel endroit critique des relations humaines le big data peut-il s'insérer. Et cet endroit critique, pour moi, il y en a essentiellement un, c'est la notion de décision, la notion de choix. Et c'est le moment où le big data, la collecte de données, permet non plus tant d'inférer, on parlera alors de big data inférentiel, non plus tant d'inférer une connaissance que de prendre une décision. Lorsque par exemple, vous prenez un système aéronautique, vous prenez un système de rail, vous prenez un système automobile, et qu'en collectant massivement de la donnée, on arrive à faire prendre des décisions à des robots tels que des robots trains, des robots avions ou des robots voitures, on est très clairement dans la prise de décision. On est d'autant plus dans la prise de décision que parfois il demeure encore un pilote pour les phases d'atterrissage et de décollage, par exemple en avion, et que par ailleurs il y a des passagers. Donc les vies humaines sont là, ou par exemple pour des grandes décisions de santé, etc. À quel moment le big data se connecte à l'intelligence artificielle et en fait fait passer l'intelligence artificielle d'une simple procédure d'ingénierie sociale dans lesquelles les ingénieurs sociaux ont fourni la donnée, en un système en quelque sorte autonome dans lequel l'algorithme, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, en traitant la donnée massive, les traces laissées par chacun à tout moment, produit de la décision et de la décision politique. Lorsqu'on déploie un système de big data en santé, on va être amené à modifier les relations de travail entre les gens, les relations de confiance, les arbres décisionnels, la répartition des richesses, la répartition des statuts. Par conséquent, on est là dans le déploiement de quelque chose qui a vocation à assumer une part de pouvoir politique et à produire des choix ou des décisions qui ont une valeur politique, même si on a tendance à l'oublier. Bien. Alors, je pourrais revenir à cet endroit-là, mais je pense que j'en ai pas le temps dans le cadre d'une vidéo YouTube. Mais il y a une courbe intéressante qu'on a vue pendant le séminaire, qu'on a presque inventé ensemble, et qui consistait à dire qu'en fait, plus une big data, plus le big data doit être utile, plus il doit être raffiné et structuré, et plus il doit être raffiné et structuré, moins c'est de la big data, et plus c'est cher. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe qui se situe à cet endroit-là et qui est intéressant. Bien. Alors, la question, pour moi, c'est vraiment celle-là. La prédétermination du choix. L'idée que vos choix sont prédéterminés et que par conséquent, la statistique peut les prendre à votre place. Que vous êtes une somme de déterminants sociaux et physiologiques et que par conséquent, une connaissance massive de l'existant doit permettre de préempter les choix que vous seriez amené à faire. C'est le thème central de Matrix et c'est effectivement la problématique centrale du big data utilisé à des fins décisionnelles. Là encore, la technologie n'est pas neuve et n'est pas décisive. On peut tout à fait, dans le cadre d'un pays soviétique, dans le cadre de la dialectique matérialiste, penser que ce sont les données qu'on va remonter qui vont décider des politiques à suivre, absolument, et de manière scientifique. Que ce soit des données subjectives ou des données objectives et matérielles. Par exemple, un état de l'opinion corrélé à le stock de production de blé, de bottes et de patates dans telle région. Bien. Ce qu'apporte la technologie, c'est en quelque sorte la perte de pouvoir provisoire de l'ingénieur social qui ne sera plus là qu'au départ pour en quelque sorte bidouiller l'algorithme et donner les items à vérifier. Alors, une fois qu'on a dit ça, il me semble qu'il y a essentiellement deux voies pour penser cette problématique de la prédétermination des choix à travers l'usage décisionnel du big data. Ces deux voies sont deux réponses différentes à un problème juridique qui est le suivant: est-ce que le big data est un bien commun ou est-ce que le big data est au contraire un bien individuel? Est-ce qu'il relève d'une
data privacy individuelle ou est-ce qu'il relève d'un usage public d'un bien commun tel que l'eau et l'air? Et une fois qu'on a dit ça, quels sont les rêves politiques, vous savez, les mondes idéaux futurs projetés sur lesquels j'ai travaillé dans une autre série de vidéos, quels sont les rêves politiques qui correspondent à ces deux interprétations du big data qui existent, hein, si vous lisez des textes de data scientists plus ou moins militants sur la question du big data, cette question-là existe. Est-ce que c'est un bien commun ou est-ce que c'est au contraire un bien privé? Est-ce que la somme des données totalement anonymisées, rendues non identifiables, bien que ce soit en réalité une perspective extrêmement coûteuse et extrêmement difficile à réaliser, relève du bien commun? Est-ce que c'est à ce point du bien commun que la question de l'anonymisation, en quelque sorte, doit s'effacer? Est-ce que ça relève pas? Est-ce que, par exemple, collecter, donner comme on donne son sang, ces données, donner ces données, pardonnez-moi, accorder le droit sur ces données, comme on donne son sang, à un système de santé pour permettre à ce dernier d'être le meilleur, le plus efficient, le plus efficace, etc., etc., est-ce que ça ne relève pas d'un devoir qui correspondrait à un bien commun? Je ne sais pas, et n'étant pas moraliste, c'est pas mon affaire. Ce qui est mon affaire, c'est d'observer que deux modèles s'affrontent. Un modèle dans lequel le plus petit dénominateur commun, la seule culture commune reconnue par le système de décision aux individus, c'est de laisser une trace, de produire de la data. Ça devient, voilà, laisser des traces, produire de la data, ça devient le plus petit dénominateur commun entre les individus qui n'ont plus besoin de se connecter puisque la décision est prise à l'extérieur par un système d'intelligence artificielle, c'est-à-dire en l'occurrence un système de traitement des données permettant de produire de la décision. Bien. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle dans lequel l'individu est exclusivement un agent économique et technique qui, par son action, produit de la donnée économique, de la donnée technique ou de la donnée biologique qu'on pourrait ici considérer comme de la donnée technique. Donc on le considère vraiment sous cet aspect-là. Et le sujet a en quelque sorte disparu. On peut voir d'ailleurs que l'intelligence artificielle a une certaine affinité avec les zones dans lesquelles les sujets ont disparu. Si je peux mettre de l'intelligence artificielle dans un avion, dans un train sans conducteur, ou dans une voiture sans conducteur, c'est précisément parce que le conducteur, le sujet, a disparu. Alors dans l'avion, il n'a pas totalement disparu, il peut reprendre les commandes. Dans les voitures, théoriquement, pour l'instant, les systèmes ne sont pas assez bons pour leur ôter les commandes, mais regardez les trains sans conducteur, c'est-à-dire ce vers quoi vont ces macrosystèmes techniques d'aviation et d'automobile, c'est vraiment l'idée qu'on doit pouvoir se substituer complètement au sujet. Donc on a voilà, d'un côté cette idée qu'il y a un bien privé qui n'a pas de sens social a priori, qui est simplement une trace économique et technique dont on peut faire une exploitation économique et technique. Bien. Évidemment, on peut la rendre plus ou moins humaine, plus ou moins honnête, plus ou moins juste. Par exemple, on peut, par des politiques de data privacy, s'assurer que chaque individu donne au moins son consentement avant que sa donnée soit prise, et qu'elle ne lui soit pas volée. On peut imaginer encore que on lui donne un droit à la rétractation, un droit d'option pour entrer et d'option pour sortir, sachant qu'un même individu pourrait, par exemple, sur ses données de santé, pendant un temps les donner au système social, pendant un autre temps les donner à sa mutuelle, pendant un autre temps donner les bénéfices à telle ou telle action humanitaire, à un autre moment le vendre à une grosse multinationale pour avoir plus de bénéfices et les rentabiliser pour lui-même, et puis les retirer, etc., grâce à des systèmes de blockchain qui garantiraient, je ne sais pas moi, à l'individu. Oui, blockchain, big data, IoT, tout ça, c'est un ensemble de mots qu'on entend sans arrêt et qui forment refrain dans la vie des socio-anthropologues, des techniques aujourd'hui. Bien. Il n'en demeure pas moins que, dans ce modèle-là, la donnée n'est rien d'autre qu'une trace économique et technique, une trace, on pourrait même dire purement technique, qui transforme par la suite tous les choix, toutes les décisions qui pourraient être prises sur la base de ces données-là en question technique. Dépolitisées, décollectivisées, si vous préférez. Ce sont des agents sociaux pris sous leurs caractéristiques économiques et techniques
dont on mesure les variations. Variations en fonction desquelles on prendra des décisions grâce à un algorithme traitant l'ensemble de ces traces. Bien. Évidemment, ce n'est pas très excitant. L'autre modèle, c'est celui dans lequel on va considérer la trace comme un bien commun. Alors, ça doit tout simplement partir du constat du fait que notre action laisse des traces, que cette trace peut être captée d'abord, hein, d'abord choisie, captée, traitée, analysée. Et dès lors qu'on affirme qu'il s'agit immédiatement d'un bien commun, alors on considère que comme l'eau, l'air, etc., le monde est tellement le fruit de la somme de nos actions que cette somme de nos actions et sa compréhension, c'est un bien commun. Dès lors, il n'est plus question d'être en quelque sorte immédiatement dans du décisionnel. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on dit la somme de la data c'est un bien commun, alors l'exploitation du big data est un bien commun et il faut qu'on s'accorde ensemble pour définir ce que c'est que le bien commun. Bien. On repose la question à un niveau politique supérieur. Dans cette vision-là, le politique ne précède pas, il vient après. Ce n'est pas en fonction d'un choix politique ou technocratique ou bureaucratique qu'on a déterminé les items. On a en fin de compte la somme des données qui forment un bien commun, et ce bien commun, il faut en débattre, il faut en discuter, il faut comprendre ce que c'est. Bien. Dès lors, chacun peut être réhabilité dans un processus plus ou moins démocratique à débattre de ce qu'est le bien commun dont on doit s'occuper. Là, c'est le big data. Et en fonction de ça, puisqu'on l'a rapporté au bien commun, qu'en faire ? Qu'en faire ? Bien. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, en s'éloignant de l'individu, de retomber sur quelque chose qui est plus subjectivant. Pourquoi ? Parce que, en fait, par la notion de bien commun, on replace du symbolique dans le big data. Le big data cesse d'être une masse informe, instructurée de données techniques, mais redevient un objet symbolique entre nous. Et ça dit bien ce que c'est, un objet symbolique entre nous. C'est quelque chose avec lequel nous devons faire. C'est un moment donné dans lequel, en quelque sorte, la conscience reprend position, non pas simplement comme une force d'appréhension du monde, mais encore comme une force de prise de position par rapport au commun. Le commun étant la somme de ce que nous avons produit. J'aime bien d'ailleurs cette idée très simple qui est de dire qu'effectivement, si on considère le big data comme un bien commun, alors on se replace en position de voir le monde commun tel qu'il est comme le monde agi, comme la somme de nos actions présentes et passées, devant informer nos actions futures. Vous voyez qu'on change totalement de perspective. D'une certaine manière, on se donne les moyens de rencontrer le big data, non plus sous la forme extrêmement difficile pour l'entendement de masse de données illisibles, mais sous la forme d'une question collective. Quel est le cœur du symbolique qu'on place entre nous par rapport au problème de l'action ? Je ne sais pas du tout quelle va être la direction adoptée par nos sociétés par rapport à ce traitement possible du big data d'un côté ou de l'autre. Je ne dis pas qu'il y a un risque et une opportunité. C'est pas vraiment mon métier, puis j'en sais pas encore assez à ce sujet pour pouvoir m'avancer là-dessus. Je sais simplement qu'on a dans le magma du social quelque chose qui se travaille de ce côté-là, que les enjeux qu'il déploie sont ceux que je viens d'énoncer, notamment ceux relatifs à la désubjectivation afférente à l'idée qu'il y a une prédestination des choix et une prédétermination des options. Je voulais simplement vous alarmer de ce point de vue-là. Alors, je voudrais enfin soulever deux choses qui me paraissent vraiment cruciales. Cette histoire de plus petit dénominateur commun, d'un côté, et les pseudo-débats éthiques de l'autre. Voilà. Alors, imaginez qu'on utilise, c'est une expérience que j'ai faite aussi, toujours comme évaluateur d'ailleurs, des robots mobiles pour aider les personnes âgées à s'hydrater. Alors, on a
une espèce d'énorme truc de 280 kilos, complètement inutile et incapable, qui se promène dans l'appartement en roulant et en faisant des lumières vertes, et qui est capable de repérer, parce qu'il y a un capteur dans le unique verre dans lequel une personne a le droit de boire, le niveau d'hydratation de la personne, et qui va régulièrement lui répéter: il faut que vous buviez de l'eau, vous n'avez pas assez bu, bonjour, vous n'avez pas assez bu, il faut boire de l'eau. Ce à quoi la grand-mère va dire: écoute, va te faire cuire un œuf, mon vieux, c'est pas comme ça qu'on me parle, et puis si j'ai pas envie de boire, c'est que j'ai pas envie de boire. Bon. La rencontre est intéressante. Statistiquement, le robot sait qu'à tel niveau d'hydratation, oui, il sait, il y a tel risque de déshydratation et tel risque pour la santé de la personne âgée, et que par conséquent, il lui est intimé de réagir de la façon dont il réagit. C'est-à-dire en informant la personne des risques et en lui proposant d'une manière socialement acceptable de boire de l'eau. Inversement, il y a la personne qu'on peut interviewer et à qui on peut demander pourquoi elle ne boit pas, pourquoi elle n'a pas envie de boire, pourquoi elle a envie de vivre ou de mourir, qu'est-ce qu'elle ressent, quelle qualité d'eau elle aime, comment est-ce qu'elle aime que son frigo soit rangé. On a cette complexité du sujet. On peut tenir compte de cette capacité du sujet à l'intérieur d'un système social, par exemple en faisant en sorte que, et d'ailleurs il faudrait qu'on les paye mieux, des aides-soignants, des aides-soignantes, des infirmiers, des infirmières, des auxiliaires de vie à domicile passent régulièrement à domicile, et que même on partage suffisamment bien le temps de travail pour que les familles aient le temps de venir voir leurs vieux et s'occuper d'eux. On peut faire ça. On peut faire ça et donc maintenir à chaque sujet la possibilité d'être un sujet et non pas un objet. C'est-à-dire de se conformer à ses impressions, ses sentiments, la façon dont il veut être traité et reconnu, et non pas comme un objet biologique qui, en deçà de tel taux, ne se sent pas bien. Dès lors que on se dit il est beaucoup plus efficient pour la santé de passer par la mesure. Alors, le plus petit dénominateur commun, j'utilise cette expression là, vraiment en référence à Baudrillard que je relis en ce moment, la plus petite culture commune, la seule chose qui nous reste en commun, qui nous relie, qui relie les actions, les interactions, c'est littéralement une source de données. Et encore source, c'est trop joli. D'être une matrice de données, analysable et par rapport auquel un ensemble d'actions-réactions peuvent être déclinées. Premier point d'alerte. Vraiment cette notion de soyez sensible à ça. Ça n'est pas rien qu'on écrase quand on considère uniquement le plus petit dénominateur commun, la plus petite culture commune, c'est-à-dire celle de produire de la trace par notre action. Premier point. Deuxième point, soyez extrêmement sensible, je vous en prie, que vous vouliez prendre parti d'un côté ou de l'autre, ou de devant ou derrière, peu m'importe, à l'aspect complètement fictif de l'essentiel des débats éthiques qui se déroulent sur la question. Prenez par exemple l'essentiel des débats qui ont mené à la production des règles sur le data privacy. Je sais, j'ai assisté à un certain nombre d'entre eux. Dans la quasi-totalité des cas, les personnes concernées, les personnes dont on prend les données, sont absentes. Seront présents des associations, des représentants d'usagers, des représentants de patients, mais jamais les malades eux-mêmes. Et par ailleurs, les malades eux-mêmes seraient-ils présents? Il faudrait qu'ils soient tous là. Imaginez que par exemple, on fasse une élection présidentielle et qu'on vous dise bah tiens, mais toi tu voteras pas. Hein, t'es un citoyen, mais toi tu voteras pas parce que, dans le fond, parce que on n'a pas besoin de toi. Un représentant est largement suffisant. Une association que tu connais pas, que tu n'as jamais vue, est largement suffisante. On a de la même manière cette façon de présumer le data privacy, le besoin de data privacy pour les personnes âgées. Moi, dans de nombreux entretiens, j'ai eu des personnes âgées qui me disaient mais moi, c'est pas du tout protéger mes données que je veux. On voit déjà mon cul tout le temps, je veux mon cul sur la place publique, c'est pas ça la question. Ma question, c'est comment je gagne de l'argent avec ça, parce que mon problème, c'est que j'en ai pas de l'argent et que j'ai besoin de financer mon maintien à domicile. Donc c'était ça leur question. Big Brother, ils pensaient l'avoir déjà, être assis dessus, quoi. Leur question à eux, c'était comment bénéficier des bénéfices qu'on fait sur leur dos. Vous voyez comment, finalement, dans la partie qui paraît la plus humaine et la plus éthique de la pratique du développement technologique, en réalité, on est dans le sommet de la négation des sujets. On refuse de leur donner la parole, on les protège
contre leur gré. Et ça donne quoi? Je vous le donne en mille. Ben on leur prend un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que qui va payer les structures de protection des données sans qu'on ait demandé l'accord aux personnes concernées, sans les avoir dûment informées du débat public, enfin, des éléments nécessaires pour avoir un débat sur la question, un vrai débat, pas un débat public tel qu'ils sont proposés par la Commission nationale du débat public. Hein? C'est complètement incroyable. On leur dit, tenez, pour vous protéger, il y a un guichet. C'est comme si un type venait dans la rue et vous disait, bah écoute, tu sais pas quoi, l'endroit est dangereux, donne-moi ton portefeuille et je vais te protéger des gens qui vont te voler ton portefeuille. C'est complètement incroyable. Bien. Je vous ai alarmé sur ces deux points et je vous ai livré l'essentiel des impressions, réactions que j'ai eues au cours de l'année, et notamment dans la préparation de ce séminaire, et qui caractérise la rencontre entre un socio-anthropologue et le big data. J'espère que vous en garderez que c'est essentiellement un signifiant flottant qui désigne un ensemble de données peu structurées et qui engage autour de la question du traitement décisionnel vraiment la question, vraiment la disjonctive de est-ce que c'est un bien commun, est-ce que c'est un bien privé et les rêves politiques qui vont avec. Je vous souhaite un très très bel été. Ensoleillé, joyeux, youpi, et puis beaucoup de farniente, vraiment pris au pied de la lettre. Pour ce qui me concerne, eh ben, je m'y mets maintenant.